Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour. Le samedi 16 juillet 1054, les envoyés du pape Léon IX déposent sur l'autel de Sainte-Sophie une excommunication contre le patriarche de Constantinople. Pourtant considéré comme la date du grand schisme d'Orient, l'événement passa presque inaperçu à l'époque. Nous pouvons même dire que rien d'irréparable n'avait été accompli. L'émission Au risque de l'histoire, vous propose de saisir un des événements qui, avec le temps, est devenu un des moments les plus importants de l'histoire du christianisme. Que représentait tout d'abord Constantinople dans la chrétienté, qui furent les protagonistes de ce drame qui s'est joué? Quelles étaient les prétentions de l'un et l'autre camp, leur perception aussi du pouvoir? Quel rôle enfin joua le fameux pillage de Constantinople en 1204 dans ce fameux grand schisme? C'est ce que nous allons voir avec Michel Kaplan et Jean-Claude Chénet. Michel Kaplan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien directeur de l'Institut de recherche sur Byzance, l'islam et la Méditerranée au Moyen-Âge, professeur émérite de l'Université Paris. Panthéon-Sorbonne, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je me permets de renvoyer nos téléspectateurs à Pourquoi Byzance, un empire de 11 siècles, paru chez Gallimard dans la collection de poche, Folio. Il y a aussi aux Belles Lettres, la couverture va être présentée à l'écran, aux Belles Lettres, dans les fameux guides des civilisations, Byzance, tout simplement, un ouvrage absolument remarquable, donc sur cette civilisation. Jean-Claude Chénet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Donc, vous êtes professeur émérite également à l'université à Paris, l'ancienne Paris 4, spécialiste du monde byzantin, Byzance, l'Empire romain d'Orient, paru chez Armand Collin et dans la collection que tout le monde connaît, la fameuse collection Que sais-je, donc Histoire de Byzance. Messieurs, je me tourne vers vous, Michel Kaplan. Peut-être que nous savons ce que nous devons à Rome, nous savons ce que nous devons à Athènes. En revanche, on a tendance à oublier Byzance. Qu'est-ce que nous devons à Byzance, nous, occidentaux ? Nous devons une grande partie de la transmission de cet héritage gréco-romain auquel vous faisiez allusion. Nous lui devons la transmission du droit romain et nous lui devons la transmission des ouvrages de l'Antiquité grecque tels qu'ils ont pu être reconstitués à partir du IXe siècle sur des manuscrits qui viennent tous de Byzance. Donc sans Byzance, notre Moyen-Âge eût été différent. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Notre conception. Notre conception. Est-ce qu'on aurait eu saint Thomas ? Est-ce qu'on aurait eu tous ces grands personnages, saint Bonaventure, qui se sont inspirés du monde grec ? On ne va pas refaire l'histoire. Je ne sais pas ce qui se serait passé si la seule façon de... Alors, j'allais dire, la transmission... à travers les traductions arabes, ne sont concevables que parce qu'au IXe siècle, le calife est allé faire chercher des manuscrits pour les faire traduire grecs, y compris de toute la philosophie, pour les faire traduire en arabe. Et après ça, vous avez la pensée grecque antique qui remonte par l'Espagne musulmane et qui arrive traduite en latin. Et donc, ces personnages dont vous parlez n'avaient pas forcément à savoir le grec pour connaître Aristote, pour faire simple.
Mais c'est clair. Alors, j'ajoute que Rome a certes... l'Empire romain a certes disparu d'Occident en 476, mais que à cette époque-là, personne ne s'en est aperçu, parce qu'il y avait toujours un empereur romain. D'ailleurs, ils se sont toujours appelés les Romains. Il était à Constantinople et reconnu comme tel par l'ensemble des rois germaniques. Clovis a été tout content de recevoir la dignité de consul, qu'il a été d'ailleurs allé faire chercher par des ambassadeurs à Constantinople. Donc voilà, donc il y a un chaînon dont beaucoup de Français, mais d'autres occidentaux n'ont pas conscience, mais qui fait que notre monde actuel n'est pas compréhensible sans Byzance. Sans Byzance. Je me tourne vers vous, Jean-Claude Chénet. Peut-être un mot sur les origines. D'où vient Constantinople? Quand est-ce que cet empire romain d'Orient s'est-il créé? Alors Constantinople, comme son nom l'indique, a été fondé par l'empereur Constantin, qui se trouvait, et ce n'est pas négligeable, le premier empereur chrétien. Et il a choisi d'utiliser le site exceptionnel du Bosphore pour fonder une nouvelle capitale qui, à l'origine, n'était pas une rivale de Rome, mais qui, à la suite, alors bien après Constantin, qui, à la suite notamment de l'effondrement de l'Empire en Occident, est devenue la capitale et la ville de référence pour l'Empire romain d'Orient et le siège du pouvoir impérial restant. Donc c'est une ville qui, pendant tout le Moyen-Âge, a absolument fasciné l'ensemble du monde méditerranéen, que ce soit les amis ou même les ennemis. On doit parler de Byzance ou bien de Constantinople ou des deux? Alors Byzance, c'est l'ancien nom de Constantinople, qui était une colonie grecque. Et la cité de Byzance a été simplement rebaptisée. Il y a une date anniversaire de la fondation de Constantinople où elle prend le nom de la ville de Constantin. Alors je me tourne vers vous, Michel Kaplan. Byzantin, être un Byzantin, ce n'est pas vraiment un compliment. Pourquoi ce Byzance nous apparaît comme un monde éloigné du nôtre, avec ses différences religieuses et culturelles importantes? Ah ben, oui, c'est sûr que nous avions l'habitude d'expliquer à nos étudiants que enseigner une histoire qui passe pour une injure. Nos hommes politiques sont très forts pour trouver des querelles byzantines. Les Romains, ils s'appelaient toujours les Romains d'ailleurs, dans les pays arabes, on parle des Roums, Roumis. Ce sont les habitants de cet empire romain continué, cet empire romain d'Orient. Alors, là, on en arrive presque au schisme, c'est-à-dire que la séparation religieuse, et notamment après la 4e croisade en 1204, a fait qu'il fallait trouver absolument des défauts à ces Romains d'Orient. Et donc, on a inventé l'histoire de les Turcs étant aux portes de Constantinople, les habitants de Constantinople continuaient à discuter du sexe des anges. Et vous avez beau chercher dans la littérature des ouvrages traitant du sexe des anges dans l'Empire romain d'Orient, vous n'en trouverez pas. Alors, est-ce que les Occidentaux y pensaient à ce moment-là? J'en sais rien, et ça n'est pas notre propos. Mais à partir d'un certain moment, il y a eu une tentative de disqualification de cette romanité orientale.
je peux compléter juste, c'est qu'au début du retour des études que nous appelons byzantines, au XVIIIe siècle, que ce soit Voltaire, que ce soit Gibbon, cet empire a été vu comme la continuation de l'empire romain, mais avec une histoire tellement compliquée, des meurtres à la cour en permanence, effectivement en plus les eunuques, qui a été très négatif dans l'opinion occidentale, la présence de ces eunuques. Si je puis dire, l'histoire au départ byzantine était mal partie, malgré le modèle impérial qui a été repris par exemple par Louis XIV. Ça, c'est autre chose. Mais alors Jean-Claude Chénet, alors on comprend qu'on a une vision un peu a posteriori du schisme, on y reviendra sur le schisme, mais peut-être donner, j'allais dire, une image de ce qu'est le religieux à Constantinople. Le religieux est très mêlé aux politiques. Le religieux, vous le dites dans votre livre, est très mêlé même aux militaires. C'est un empire chrétien qui repose sur deux piliers, l'empereur et le patriarche. Deux piliers tout de même inégaux, malgré le texte de Photios qui plaçait sur le même plan les deux personnages. Et l'empereur, en particulier, a des droits spécifiques. Dans l'Église, il a le droit d'aller dans le Véma, c'est-à-dire la partie réservée aux prêtres à Sainte-Sophie. Et dans une certaine mesure, bon nombre d'empereurs se sont même mêlés de la doctrine. Bon, le premier empereur Constantin a organisé le premier concile, donc c'est déjà une intervention, mais il ne s'est pas mêlé tellement de théologie. Mais d'autres empereurs se sont mêlés directement de théologie, je pense à certains empereurs iconoclastes. Donc la religion est évidemment centrale dans un empire qui est fondé sur ce christianisme. Romanité, christianisme, hellénisme, c'est les trois piliers de Byzance. Michel Kaplan, il y a le patriarche, il y a l'empereur, il y a aussi le synode permanent. Est-ce que cette structure est différente au fond de la structure occidentale ? Vous montrez dans votre ouvrage que par rapport à l'Occident, l'Occident est à la source de ce qu'on appellera la réforme grégorienne. Et la réforme grégorienne va vouloir séparer en quelque sorte le politique du religieux. C'est inconcevable à Constantinople. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire que la réforme grégorienne consiste non seulement à promouvoir la libertas ecclésiae, la liberté de l'Église, chose incompréhensible pour les Romains d'Orient, mais même à prendre le pouvoir. Parce que le vrai pouvoir au début du XIIIe siècle, c'est Innocent III. Et donc là, il y a une révolution, la réforme grégorienne, qui commence avec le pape Léon IX, est une complète révolution. Pendant très longtemps, la plupart des papes... dès lors que l'empereur, que ce soit l'empereur carolingien, byzantin d'abord, l'empereur carolingien ensuite, ou l'empereur ottonien, n'était nommé, comme le patriarche de Constantinople, qu'avec le consentement impérial. Et si vous voulez, j'ai coutume de dire que le clergé dans l'Empire byzantin, ce sont les fonctionnaires du religieux. Et le patriarche, la nomination du patriarche, avant même la cérémonie de consécration comme archevêque de Constantinople, se déroule dans le palais impérial. Vous allez bientôt trouver ça dans mon livre sur la cour à l'époque de Constantin Porphyrogénète, avec une formule, la grâce de Dieu et ma majesté qui en émane te promeuvent, toi le très saint, mettons Michel Cérulaire, patriarche de Constantinople. Il n'y a pas... Le synode permanent est un rouage très important. Mais lors de la
nomination d'un patriarche. Le synode permanent propose à l'empereur 3 noms, et si le candidat de l'empereur n'est pas dans ces 3 noms, il va renvoyer la liste au synode jusqu'à ce que ce nom y figure. Donc le patriarche est choisi par l'empereur. Donc voilà. Et donc or en Occident à cette époque-là, on est dans un basculement complet qui donne la liberté d'élection du pape au collège des cardinaux. Mais l'une des difficultés qu'il y a eu au mois de juillet 1054, enfin depuis l'arrivée de l'ambassade de Léon IX, c'est que le chef de l'ambassade était un modeste évêque suburbicaire, Humbert de Silva Candida, et qui plastronnait non seulement parce qu'il était l'envoyé du pape, ce que personne ne discutait, mais parce qu'il avait ce titre de cardinal qu'aucun byzantin ne peut comprendre. Il y avait là toute une série de malentendus qui se sont révélés relativement fâcheux. Heureusement, ça n'a eu après aucune conséquence. Alors, on comprend qu'il y a une différence culturelle, mais est-ce que, malgré tout, j'entends bien qu'il y a une séparation a posteriori, on va y revenir après, mais il y a une rivalité entre Rome et Constantinople qui ne date pas du XIe siècle. Quand on pense par exemple à Léon le Grand, son intervention lors du concile d'Éphèse, si mes souvenirs sont bons, il y a une rivalité qui est une rivalité théologique, une rivalité de pouvoir. Eh bien, il y a deux conceptions de la structure de l'Église qui s'opposent. Il y a une conception qui a été celle issue du concile de Chalcédoine en 451, de la pentarchie. Vous avez 5 patriarches, c'était des évêques jusque-là, mais ils avaient des responsabilités particulières. Évidemment, Rome, Constantinople parce que c'est aussi la ville impériale, et 3 autres patriarcats, Antioche, Jérusalem et Alexandrie. Et on verra au moment du schisme, par exemple, le patriarche d'Antioche est assez favorable à la pentarchie parce que ça lui donne le même poids que les autres patriarches. Alors que la conception qui se fait jour de plus en plus nettement dans l'Église latine, c'est la suprématie du pape, parce que c'est le siège fondé par Saint Pierre. Parce que ce n'est pas seulement le siège impérial de Rome, parce que Constantinople peut aussi le revendiquer. Et finalement, progressivement, il y a 2 sièges qui émergent parce que la conquête arabe fait baisser, si je puis dire, l'importance des autres sièges, c'est Constantinople et Rome. Et depuis toujours, il y a une rivalité car Rome ne reconnaît pas, évidemment, l'égalité, disons, d'honneur des 2 patriarcats. Michel Kaplan, vous montrez dans votre ouvrage, et là on voit le lien finalement au fond entre politique, religion et même monde militaire, Rome et Constantinople auraient pu s'unir contre un ennemi commun, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, ce sont les Normands. Et au moment où les fameux légats arrivent à Constantinople, il y a cette question pendante d'une alliance contre les Normands qui constituent une menace. Oui, parce que les Normands, qui après vont, dans une manœuvre subtile, reconnaître l'importance de la papauté, pour l'instant, les Normands ont battu séparément l'armée byzantine et l'armée pontificale. Parce qu'une armée pontificale, bien sûr. Bon, on ne s'en rend plus compte à l'heure actuelle. Il y a un État pontifical. Et chose également incompréhensible pour les Romains d'Orient, les Byzantins. Donc l'ambassade est envoyée en Orient pour essayer de rabibocher cette alliance de façon à combattre les Normands. Alors la direction en est donnée à Humbert.
Et alors Humbert était un homme très intéressant, mais il avait appris le grec. Mais, je vais vous faire une confession, presque aussi mal que moi, enfin bon, depuis j'ai fait quand même quelques progrès, c'est-à-dire que le point de départ de la querelle théologique est une lettre envoyée aux évêques byzantins d'Italie du Sud par l'archevêque byzantin de Bulgarie, l'archevêque d'Ochrida. Et nous avons le texte et nous avons la traduction qu'en avait fait Humbert. Et moi, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai constaté qu'Humbert n'avait pas traduit les passages que j'avais du mal à comprendre. Donc j'en ai déduit qu'il avait des... Mais il est envoyé là-bas parce que, aux yeux de Léon IX, c'est un homme qui peut discuter avec les Grecs, ce qui était sans doute vrai, mais Léon IX avait eu la prudence de mettre dans la délégation l'archevêque d'Amalfi, qui lui était hellénophone, donc il y avait de quoi faire. Mais Humbert s'intéresse depuis longtemps à ce que pensent les orientaux. C'est-à-dire qu'il y a comme un quiproquo, la fameuse lettre est mal traduite, et à ce quiproquo de traduction, ce problème de traduction, il y a aussi un problème de préséance, un quiproquo sur la préséance, ce fameux mois de juillet 1054. Oui, alors là c'est assez brutal. C'est-à-dire que lorsque Humbert arrive auprès de Michel Cérulaire, celui-ci fait siéger un synode, et dans le synode, chacun s'assied à son rang. Et donc, Humbert, au lieu d'être mis à la droite du patriarche comme représentant du pape, comme il est évêque de Silva Candida, qui est quand même un tout petit évêché suburbicaire, comme on dit, donc de la banlieue de Rome, il se trouve très loin, lui qui est cardinal. Donc il s'est senti humilié, et je pense que de la part de Michel Cérulaire, mais Jean-Claude Chenet sera sans doute meilleur que moi pour parler du personnage politique qu'est Michel Cérulaire, c'est évidemment il faut appeler les choses par leur nom. C'est une sorte de provocation. Rien ne l'empêchait de dire il est le représentant du pape, donc il y a l'ancienne et la nouvelle Rome, et voilà, ça aurait supprimé ce problème. Là, il y a... Bon. Et Humbert, évidemment, l'a mal pris, et ça n'a pas arrangé les choses. Mais il y a une sorte... Au fond, quelle est l'origine de cette double excommunication, puisque Rome, par Humbert, excommunie Michel Cérulaire, et puis réciproquement, sur une temporalité très courte, quelques jours, il y a cette scène quasi théâtrale où les légats sortent en s'essuyant les pieds, en sortant, en secouant la semelle, que Dieu voit et juge. D'où viennent ces deux excommunications réciproques ? Il faut déjà dire qu'on a un problème de source, puisqu'on n'a pas de source byzantine réelle on a des lettres, on a des documents, mais on n'a pas de source événementielle. Et on a le rapport du cardinal Humbert, qui est forcément biaisé. Et je venais en venant ici de lire l'article d'un collègue grec qui s'appelle Caldélis et qui dit, lui, que le patriarche et l'empereur se sont toujours bien entendus, qu'il n'y a pas eu de dissension et que finalement Cérulaire n'avait quasiment rien fait. Vous voyez qu'on peut avoir des positions extrêmes et qu'il n'y a pas encore, et il n'y aura jamais, de certitude sur ni le déroulement des événements, ni leur valeur stricte. Mais il n'en reste pas moins que le cardinal Humbert a agi de son propre chef. Il a été le délégué du pape Léon IX, mais le pape était mort
Et probablement qu'en juillet, on le savait déjà, parce que quelle que soit la vitesse des communications, il n'avait pas perdu son mandat, puisque c'est la papauté qui l'envoyait, mais pour prendre de telles initiatives, on ne peut pas imaginer qu'un cardinal, fût-il le secrétaire de l'ancien pape, ait agi de cette façon. Et à partir du moment où l'excommunication avait été publique, il n'y avait plus de possibilité pour le patriarche cellulaire de ne pas répondre. Et donc, il était normal qu'il excommunie, mais il n'a pas excommunié la papauté, le monde latin. Il a excommunié un groupe de personnes qui étaient les légats. Ces excommunications, par certains côtés, sont personnelles. Bien entendu, Cellulaire est aussi le patriarche de Constantinople, mais malgré tout, c'est lui qui est visé par cette excommunication. Michel Kaplan. Alors, on parlait de traduction. Et donc, nous avons le texte de la charte d'excommunication en latin et nous avons la traduction grecque. Elle est rigoureusement exacte. Et pourquoi elle est rigoureusement exacte ? Parce qu'il y a une telle accumulation de bêtises, de fausses accusations. Il y en a qui sont des accusations fondées, c'est-à-dire théologiquement, mais ça c'est une vieille querelle de savoir, à savoir la procession du Saint-Esprit. Bon, mais il y en a qui correspondent à de vraies différences de pratiques, comme le mariage des prêtres. D'ailleurs, à ce moment-là, en Occident, le célibat des prêtres n'était encore qu'un vœu que j'ose pas qualifier de pieux. Ou bien savoir si on communie au pain fermenté ou aux azymes. Vous admettrez avec moi que c'est d'un niveau théologique qui n'est pas sans intérêt, mais bon. Et après, vous avez l'énumération de quasiment toutes les hérésies, depuis qu'il y en a, et qu'on fait endosser à l'église de Constantinople et à son patriarche. Ajoutons que l'empereur, dans un premier temps, les gars étant partis, est allé les chercher pour qu'ils reviennent. Je pense qu'il voulait tenter une négociation. Mais pendant ce temps-là, alors, agité par je ne sais quoi, mais l'émeute gronde dans les rues de Constantinople. C'est-à-dire que le peuple ne peut accepter le comportement des légats pontificaux. Il ne peut, alors, comment est-ce qu'il a été mis au courant ? Alors, d'abord, parce qu'il y en avait qui étaient dans l'église. Oui. C'était au moment de la messe, c'est-à-dire devant l'église de Sainte-Sophie, il y a quand même une grande capacité. Hein. Et en soi, c'est un scandale, parce que ce qu'on ne se représente pas, c'est qu'en excommuniant le patriarche, il y a aussi, en quelque sorte, une excommunication de l'État qui est en face. Oui, non, je pense qu'ils n'ont pas ressenti ça, mais si vous voulez, si on prend la situation en 1054 à Constantinople, il y a beaucoup de latins, et notamment des marchands. Il y a des églises qui pratiquent le rite latin, et au fond, les gens, ils vont dans l'église qui leur plaît. C'est-à-dire qu'il y a des latins qui vont dans une église grecque parce qu'ils savent le grec et que d'un autre côté, la liturgie leur plaît, ou bien que c'est tout plus près de chez eux, n'est-ce pas ? Et réciproquement, il y a des latins qui vont dans des églises grecques. Ce sont des frères de foi. Et brusquement, on excommunie leur chef. Ça a été très mal ressenti par la population. Alors, est-ce que par derrière, elle a été agitée ? Là, comme disait Jean-Claude Chenet à juste titre, nous manquons réellement de sources. Disons qu'il n'est pas totalement impensable que le clergé de l'église de Constantinople, celui de l'église cathédrale et de toutes les églises qui dépendent, toutes les églises à l'intérieur de Constantinople dépendent de Sainte-Sophie. S'il fallait fomenter des manifs, comme on dirait de nos jours, ils en avaient les moyens.
Alors, le caractère spontané n'est pas démontrable, de même que le caractère manipulé ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est que, du coup, Constantin Monomaque, pour être sûr qu'il n'arrive rien au légal, les a fait immédiatement repartir, l'empereur. Son objectif, c'est de s'allier avec la papauté. Et c'est certes, un échec. c'est une maladresse qu'il va faire condamner, parce qu'il s'en occupe, c'est-à-dire que lors du synode permanent de Constantinople, qui a rédigé l'excommunication des légats, un homme que nous connaissons bien, qui est Michel Psellos, qui était l'un des membres de l'entourage de Constantin Monomaque, l'empereur, est allé avec des consignes. Voilà, donc l'empereur n'a pas regardé ça de loin. Hein. Il jouait sur des œufs, et donc je pense qu'il a, dans une certaine mesure, contribué au fait que ça ne soit pas le siège apostolique romain comme tel, mais bien les membres de l'ambassade qui soient excommuniés, pour ne pas aller trop loin. Donc il n'y a rien d'irréparable, ce que je disais en introduction, hein, l'événement passe presque inaperçu à l'époque, rien d'irréparable n'avait été accompli, on tente de se rabibocher, Jean-Claude Chenet? Alors, il faut voir d'abord que l'ambassade n'est pas un échec, ils partent avec l'idée d'une alliance. Contre les Normands. Contre les Normands qui sont des fauteurs de troubles. Et cette alliance les négociations vont se poursuivre et ne vont pas aboutir parce que les papes qui succèdent à Léon IX sont de santé fragile et ne restent sur le siège que 2 ou 3 ans. Et de même, les empereurs byzantins, Théodora, Michel VI, Isaac Comnène, restent entre 1 an et 2 ans au pouvoir. Et il va surtout se passer quelque chose qui vient là d'Occident, c'est que la papauté, les relations entre la papauté et l'Empire, c'est-à-dire Henri IV de Germanie, tout jeune, enfin encore à ce moment-là, se tendent à cause de la réforme grégorienne, et du coup la papauté change, puisque rien ne se fait contre les Normands, et elle décide de soutenir les Normands au concile de Melfi de 1059. Donc, mais ce n'est pas du tout aux affaires de 1054. C'est plutôt une affaire interne, occidentale, qui aura de grandes conséquences pour Byzance, puisque ça va faciliter pour les Normands la conquête de l'Italie du Sud. Mais à Constantinople, les Latins sont toujours là, et lorsqu'il va y avoir des négociations pour la croisade, à ce moment-là, on reviendra sur la question et on tentera de faire un grand concile qui n'aura pas lieu pour mettre fin à cette rupture des églises et remettre ce qu'on appelle dans les diptyques, d'une part le nom du pape à Constantinople, le nom des patriarches à Rome, enfin dans tous les patriarcats. Donc il n'y a pas de tension particulière avec les Latins, au contraire, on en enrôle de plus en plus dans l'armée parce qu'il y a d'autres périls, notamment à l'Est. On a l'impression, à vous entendre tous les deux, qu'il y a d'abord, au fond, une question d'hommes. Bon, l'histoire est faite par des hommes, hein, c'est une lapalissade, mais est-ce que ces hommes ont été à la hauteur? Au fond, Humbert, vous l'avez dépeint de manière un peu, non pas critique, mais avec ses petits soucis de traduction. Cérulaire, est-ce que c'est un homme qui a été, lui, qui n'a pas été à la hauteur de l'événement? Alors qui a manqué de recul? Je ne me permettrai pas de juger ce patriarche. Je dis simplement ce qu'on en connaît de son profil. C'est un membre de l'aristocratie qui a participé en l'année 1040 à un complot pour renverser l'empereur du moment, qui était Michel IV, et d'après ce qu'on laisse entendre, il aurait été peut-être le candidat à être placé sur le trône. Donc c'est un personnage qui, dès le départ, a un fond politique. Il a été choisi ensuite, parce qu'il a été contraint à la tonsure, il a été choisi comme patriarche par Constantin Monomaque. J'avoue que je n'ai jamais compris quelle avait été la motivation, sinon peut-être de se
concilier une grande famille de Constantinople. Ce n'est pas un théologien et je ne pense pas que la théologie le passionne. Et on verra plutôt son côté politique dans les événements postérieurs au schisme, sans rapport avec le schisme, lorsqu'il sera en opposant à l'impératrice Théodora et son successeur Michel VI, et qu'il sera quasi décisif pour la réussite de l'usurpation d'Isaac Comnène en 1057. Et là, on verra les prétentions de Cérulaire, qui avait participé à l'avènement d'Isaac Comnène et qui a prétendu co-gouverner l'Empire. Ce que cet empereur, qui était un ancien général, n'a pas toléré. Il y a eu, si je puis dire, une opposition qui a permis à l'empereur, si je puis dire, de destituer Cérulaire. Mais Cérulaire est mort avant qu'il y ait un procès que l'empereur redoutait beaucoup, car Cérulaire, incontestablement, était populaire à Constantinople. Oui, je vous en prie. Sur ce sujet-là, on a déjà vu que l'empereur choisissait le patriarche. Et Jean-Claude Chenet vient d'expliquer toutes les ambiguïtés qu'il pouvait y avoir autour de Michel Cérulaire. Au moins jusqu'au XIVe siècle, il n'y a pas d'exemple d'un patriarche qui, imaginez demain que le Premier ministre français se fâche avec le président de la République, il sera révoqué immédiatement. Et il n'y a pas d'exemple. Alors bien sûr, l'empereur ne peut pas en soi révoquer un archevêque. Mais il trouvera toujours un synode permanent de complaisance pour le destituer. Il n'y a pas d'exemple de patriarche, aussi puissant soit-il, qui résistent et qui parviennent à rester sur le trône patriarcal en opposition avec l'empereur. Alors, je reste avec vous, Michel Kaplan, sur, peut-être d'un point de vue plus juridique. Le titre de l'émission, c'est « La déchirure de 1054 », le schisme de 1054, parce que le schisme est une déchirure. Est-ce qu'on peut parler de schisme, vraiment, en 1054 ? Absolument pas. Alors, la seule chose qui gêne, comme l'a très bien souligné Jean-Claude Chenet, c'est que, en principe, dans chacun des sièges patriarcaux, on prie pour les autres, de même que à la messe, on prie pour le souverain pontife. Enfin, tous les chrétiens prient pour le souverain pontife et pour leur évêque. Bon. Et là, évidemment, c'est ce qu'on appelle les diptyques, c'est-à-dire le livre qu'on ouvre en deux feuilles et on lit toutes les personnes pour lesquelles il faut prier. Et donc, la manifestation de la rupture, c'est que on efface, on doit gratter le nom de l'un et de l'autre. Mais pendant tout le XIIe siècle, il y a des ambassades ecclésiastiques romaines à Constantinople et des discussions théologiques entre théologiens romains et théologiens constantinopolitains qui sont d'un niveau tout à fait remarquable, au point qu'on ait pu dire pourquoi est-ce qu'on ne réunirait pas un concile pour rabibocher tout ça, ce qui n'a pas forcément marché, parce que de toutes les façons, vous aviez en même temps, à la suite de la réforme grégorienne, vous savez, Grégoire VII, personne ne le sait, mais il a terminé assez misérablement. À Salerne. Voilà. Loin de Rome. Mais les successeurs ont repris cette politique qui, évidemment, les intéressait. Et donc, petit à petit, la question devient également politique, même si les discussions théologiques, c'est-à-dire que la papauté a acquis une telle puissance qu'elle n'avait pas en 1054. Songez que le roi Jean Santerre, pour sauver sa couronne, donne son royaume au pape
pour le reprendre en fief. Mais si on avait dit ça à Clovis, si on avait dit ça à Charlemagne, si on avait dit ça à Othon Ier, il serait mort de rire. Et donc la situation a changé. Mais les Byzantins, puisque c'est plus facile de les appeler comme ça, du XIIe siècle, n'ont absolument aucune conscience d'un schisme, comme il y en avait eu avant, parce qu'ils savent ce que c'est qu'un schisme. Bon sang, il y en a eu pas mal, un peu partout, en Orient, en Occident, enfin bref. Les schismes, c'est-à-dire la naissance d'une église parallèle, c'est quand même pas, franchement, une nouveauté. Si Constantin Ier, en 325, réunit le concile de Nicée, c'est pour éviter qu'il y ait un schisme. Il a choisi le christianisme, il a choisi de s'appuyer sur les chrétiens. Et ils sont en train de se quereller pour des trucs que lui ne comprend pas, évidemment. Et donc, il leur dit, vous venez tous là, vous vous mettez d'accord, et pour être sûr qu'ils se mettent d'accord, il assiste au concile. Alors, bien sûr, il n'y connaît rien à la théologie, il ne s'en mêle pas, il n'est même pas encore baptisé, donc bon. Mais il est là. Et donc, les gens se tiennent à carreau, et son hagiographe postérieur, Eusèbe de Césarée, qui était un arien, à ce moment-là, finit par se rallier parce que la formule, qui est la formule du Concile de Nicée, que nous connaissons plutôt à travers sa version remaniée de la fin du IVe siècle, lui paraissait acceptable. On n'allait pas rompre l'unité pour ça. Mais donc, le schisme, c'est un truc qu'il faut à tout prix éviter. Et on en est au XIIe siècle à voir comment on va éviter. Il n'y a pas de schisme, mais il faut absolument qu'on hésite. Alors, en revanche, quelques décennies plus tard, début du XIIIe siècle, 1204, pillage de Constantinople dans le cadre des croisades. Là, on a l'impression que la séparation, pour le coup, elle est réelle. Là, il y a deux points. Je voudrais d'abord rappeler qu'on parlait de Grégoire VII, la réforme grégorienne. Il n'a pas pu s'entendre avec l'Église de Constantinople, mais il a appelé l'Occident à soutenir les chrétiens d'Orient, attaqués à ce moment-là par les Turcs seldjoukides. Et la première croisade se déroule dans un climat d'alliance. Je veux dire que la question religieuse de la séparation des églises n'est jamais évoquée dans les négociations avec les chefs latins. Donc on est à la première croisade, on est à la fin du XIe siècle. On est à la fin du XIe siècle. Les négociations ont lieu dans les années 1095, Concile de Plaisance et 96. Et à tel point que les croisades, la première croisade se déroule, fondation des États latins d'Orient, et ces États latins d'Orient vont mal depuis la défaite face à Saladin à Hattin, et les Francs d'Orient ont l'habitude de faire appel aux Byzantins pour qu'ils viennent à leur secours financier ou militaire. Et la quatrième croisade et la déviation de la quatrième croisade vont naître de cette conception. Ce que les croisés attendent des Grecs en 1203, quand ils se présentent devant Constantinople, c'est de l'argent, des hommes qu'on leur a promis. La quatrième croisade, c'est une affaire complexe qu'on ne va pas aborder. Mais évidemment, à la suite d'un certain nombre de circonstances, la ville est prise, elle est pillée. Sainte-Sophie semble avoir été souillée, désacralisée. C'est quand même un scandale aux yeux de tous les Byzantins. Et surtout, les Latins victorieux vont imposer une hiérarchie latine. Et donc, dans les campagnes où jusqu'ici, je pense que les discussions sur le schisme avaient été assez faibles, les élites locales vont voir apparaître des évêques latins qui vont demander l'obéissance au pape. Et évidemment, ça va fondamentalement crisper les relations entre latins et grecs. Donc c'est en quelque sorte la visée géopolitique des croisés qui crée un point de non-retour. On se remet au moment de la prise de Constantinople par les croisés. D'un côté,
les croisés doivent se justifier parce qu'ils ont massacré des chrétiens et ils ont pillé et profané des églises, ce qui n'est pas bon. Et donc, en gros, c'est normal, ce sont des schismatiques. D'accord ? Et de l'autre côté, les Byzantins ahuris de ce qui leur est arrivé, et comprenant pas plus, vont finir par dire « c'est pas étonnant qu'ils nous traitent comme ça, ce sont des schismatiques ». Et c'est là que naît le schisme. Donc, en quelque sorte, 1204 est une date, parce qu'on arrive un peu à la fin de cette émission, 1204 est plus importante que 1054 dans cet éloignement des deux pôles. Disons qu'elle l'acte de façon que j'espère pas définitive, mais enfin jusqu'à présent, moi je suis de la génération du baiser entre Paul VI et Athénagoras, mais je suis aussi allé par bateau sur le mont Athos et sur le monastère des Sphygménous, il y avait une grande banderole écrite en lettres noires, l'orthodoxie ou la mort. Bon, vous voyez, donc il considérait quelque part que le patriarche de Constantinople avait trahi alors maintenant, il se ferait peut-être du coude, puisqu'il ne faut pas se faire de baiser, mais ils se sont pris dans les bras l'un de l'autre, ils ont échangé le baiser de paix. Mais enfin, on n'en est pas encore à la restauration parfaite de l'unité chrétienne. Alors, peut-être sortir de l'actualité, je vous en prie. Oui, c'est juste pour dire qu'après 1204, il faut bien voir que les opinions ne sont jamais unanimes. Je veux dire, pas plus à Byzance que dans la France contemporaine. Et vous aurez des partisans de l'union, car les querelles religieuses ne doivent pas empêcher une éventuelle alliance contre les nouveaux Turcs qui arrivent, notamment les Ottomans. Et c'est pour ça que vous aurez des tentatives d'union des églises. Mais dans, si je puis dire, les campagnes byzantines, l'épisode de 1204-1261 aura laissé des marques, et notamment en Anatolie, parce que c'est de l'Anatolie, de la région de Smyrne, qu'est partie la reconquête de Constantinople contre les Latins. Donc ils n'avaient pas une amitié très grande envers eux. Et le sillon va se creuser, le sillon de la séparation va se creuser. Les patriarches seront des patriarches anti-latins ? Alors, ça dépend. Ça dépend des circonstances, mais les empereurs pousseront, si je puis dire, à l'union des églises pour avoir les secours face aux Turcs, d'autant plus que la situation s'aggrave beaucoup au XVe siècle. Mais si vous prenez le siège de 1454, vous voyez que par qui est défendu 1453, vous voyez que qu'est-ce qui défend la ville ? Ce sont évidemment les Grecs, mais aussi des Latins. Et pourtant, la situation était assez désespérée. Il n'y a pas eu de trahison. Et on voit qu'au moment ultime de la vie de l'Empire byzantin, il y a encore une forte alliance latino-grecque. Ce qui n'empêche pas des Grecs, d'ailleurs, d'avoir des sentiments anti-latins sur le plan religieux. Je pense à Notaras. Il reste peut-être une minute, Michel Kaplan, pour compléter ce que disait M. Chenet. J'ajouterais que, sentant le vent du boulet, si j'ose dire, c'est-à-dire que les Ottomans bien installés dans les Balkans, les rois catholiques des pays au nord, c'est-à-dire la Hongrie et la Pologne, ou les royaumes qui vont constituer la Pologne, envoient essaient de monter des croisades pour secourir Constantinople et empêcher ce verrou très très important à tous les égards de tomber entre les mains des Ottomans. Pas parce qu'ils sont musulmans, enfin si en plus ils sont musulmans, mais parce qu'ils les menacent. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de l'émission Au risque de l'histoire. Je représente vos ouvrages. Michel Kaplan, pourquoi Byzance, un empire de 11 siècles,
paru chez Folio, donc la collection de poche des éditions Gallimard. Vous avez publié aussi un guide des civilisations, la civilisation de Byzance, paru aux Belles Lettres. Vous voyez la couverture à l'écran. Jean-Claude Chenet dans la fameuse petite collection Que sais-je, qui constitue une première approche. Donc une histoire de Byzance que voici. Et pour aller plus loin, un peu plus universitaire, mais cela reste malgré tout un livre abordable. Donc Byzance dans la collection Cursus, l'Empire romain d'Orient, chez Armand Collin. Il me reste, chers téléspectateurs et chers auditeurs, à vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver nos anciennes émissions. Nous avons parlé des conciles. Il y a une émission sur les conciles du Credo. Nous avons évoqué aussi Innocent III. Vous retrouverez dans nos archives une émission consacrée à cet apogée de la monarchie pontificale qu'est le règne d'Innocent III. Merci beaucoup et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.